Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints à l'école alsacienne que certains d'entre nous ont rejoint avec peine en raison de la quantité considérable de runners qui sillonnent en ce moment Paris. Ce qui, je le disais avant que les micros ne s'ouvrent, est parfaitement leur droit. Ce qui est plus embêtant, c'est que la mairie soit absolument incapable d'organiser ces courses qui sont très importantes en nombre, en tout cas, de manière à ce que la facilité pour les piétons de se déplacer ne soit pas entravée à ce point. Nous sommes donc à l'école alsacienne devant un public dont je m'émerveille du nombre, parce que je ne sais pas, vous, comment vous avez fait. Alors, vous êtes venu ici la veille, vous avez pris des chambres à l'hôtel, vous avez dormi dans des tentes quechua dressées dans les cours de récréation. Enfin, en tout cas, vous êtes là, vous êtes nombreux et nous vous en remercions. Je mets à peine 2 fois plus de temps pour venir de Dieppe que pour venir de Richelieu-Drouot. Et donc, depuis l'école alsacienne, nous allons essayer d'éclairer certains éléments de la semaine écoulée. Bon, quelquefois, en règle générale, il y a encore pas très longtemps, j'ai refusé qu'on filme nos émissions, mais quelquefois, on se dit qu'à défaut de les filmer, peut-être il faudrait les photographier pour certains épisodes, afin que certaines farces soient accessibles pour le public. Nous allons donc tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, ancien président de la Commission des Affaires étrangères et essayiste, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Comment se préparer à l'imprévisible ». Il est chapeauté ainsi: l'élection de Donald Trump a fait monter d'un cran l'instabilité globale. Les pluies torrentielles qui ont frappé l'Espagne constituent, elles, un nouvel exemple du chaos climatique grandissant. Comment naviguer dans un monde de plus en plus incertain? Notre prochain enregistrement public aura lieu le 15 décembre. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur notre site. Et nous mettrons mercredi en ligne les échanges avec le public de cet enregistrement. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium dont le succès ne cesse de s'affirmer semaine après semaine, et vous pouvez vous y abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Ça n'est pas parce que vous pouvez vous abonner gratuitement à notre compendium, ou plutôt c'est parce que vous pouvez vous abonner gratuitement à notre compendium que nous avons le plus grand besoin de vos contributions. Et je me suis rendu compte, en discutant avec certains auditeurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que mon appel aux contributions est assimilé par un certain nombre d'entre vous au générique. C'est-à-dire que ça doit arriver toutes les semaines, ça fait un bruit qu'on connaît, et ça n'a pas de conséquences. Grave erreur. Il est nécessaire que ça ait des conséquences, et c'est le moment que ça en est quand nous entrons dans les dernières semaines qui vous permettront une contribution qui sera défiscalisée de vos revenus de 2024. Donc, je le rappellerai, mais nous comptons sur votre soutien matériel et pas seulement moral. Intéressons-nous maintenant au premier des 2 sujets que nous avons retenus et que nous avons formulés ainsi: antisémitisme, drogue, sécurité, immigration. Monsieur Retailleau est-il condamné aux imprécations? Le poste de délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT est inoccupé depuis le 26 juin, alors même que depuis le 7 octobre 2023, date de l'attaque terroriste du Hamas en Israël, les actes antisémites explosent en France. Déjà en 2012, on comptait 614 actes antisémites, puis entre 8 et 900 en 2015 avec le terrorisme islamiste, jusqu'au seuil inédit de 1676 en 2023. Au premier semestre 2024, selon la Direction nationale du renseignement territorial, les actes antisémites ont augmenté de 192%. Tandis que les Français juifs représentent moins de 1% de la population, ils concentrent 57% des agressions racistes et antireligieuses.
Sur l'immigration, Bruno Retailleau multiplie les propositions parfois très clivantes: durcissement du recoupement familial, restriction des aides, instauration de quotas migratoires, tandis que le Premier ministre affiche un ton plus prudent et renvoie à plus tard les arbitrages définitifs. Environ 140 000 décisions de retour sont prononcées chaque année en France et concernent principalement des ressortissants du Maghreb, d'Afrique, d'Afghanistan et de Syrie. Selon les années, leur taux d'exécution a varié entre 3,9% et 17,1%. Quand la réadmission dans le pays d'origine ne fonctionne pas, le renvoi dans un pays tiers est aux yeux de Bruno Retailleau une solution à explorer. Ainsi négocie-t-il des accords avec des pays tels que l'Irak, le Kazakhstan ou l'Égypte afin d'y envoyer des étrangers impossibles à expulser dans leur pays d'origine. Ces pays tiers accepteraient de recevoir ces étrangers sur leur sol à la condition qu'ils y aient déjà transité ou séjourné. Tout comme la Commission européenne et une majorité d'États membres, la France est de plus en plus encline à envisager une externalisation du traitement de l'asile. On attendait une nouvelle loi sur l'immigration pour le début de l'année 2025. Les parlementaires plancheront finalement en janvier sur une proposition de loi sur le narcotrafic issue des travaux du Sénat. La succession depuis plusieurs semaines de règlements de compte meurtriers liés au trafic de drogue a poussé le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice à annoncer leur plan d'action contre la criminalité organisée, une cause nationale selon le couple régalien qui s'engage à faire front commun. L'analogie avec la lutte contre le terrorisme irrigue l'approche du gouvernement face à la montée en puissance des groupes criminels organisés, un phénomène parfois nommé narcoterrorisme. En France, la consommation de drogue, 5 millions de consommateurs selon l'Office anti-stupéfiants, ne cesse d'augmenter, ainsi que le nombre de morts liés au trafic, chiffres des discours et des lois. Sur cette question, Jean-Louis Bourlanges. Je crois qu'il faut effectivement distinguer très soigneusement les deux enjeux. Le problème de l'antisémitisme, qui est très grave, et le problème de la drogue, de l'immigration, qui sont eux-mêmes d'ailleurs deux problèmes distincts, qui sont aussi des questions extrêmement ravageuses, mais qui ne relèvent pas de la même approche politico-administrative de la part de l'État. S'agissant de l'antisémitisme, les ravages de cette passion sont évidents. Son ancrage, je ne dirais pas à gauche, mais dans une certaine partie de la gauche, cet ancrage est également évident, ce qui n'exclut pas la rémanence à l'extrême droite de vieilles tendances antisémites. On voit bien d'ailleurs quand on observe les sondages d'opinion que les populations les plus massivement antisémites, ce sont notamment les jeunes qui sont tentés par LFI, mais on voit bien que à l'extrême droite, si les dirigeants Madame Le Pen et Monsieur Bardella ont effectivement marqué leur totale opposition à ces tentations et ont même affirmé une solidarité politique qui est d'une autre nature avec le gouvernement de Monsieur Netanyahou. On voit bien que dans l'électorat, il y a quand même une tendance moins nettement orientée vers la lutte contre l'antisémitisme que dans ce qu'on pourrait appeler l'électorat du bloc central, si tant est qu'il y ait un bloc et qu'il soit central. On est face à cela, on est profondément démunis. On est profondément démunis. On a le choix. On est démunis pour deux raisons. D'abord parce que maintenant, notamment sous l'effet de la prédication de M. Mélenchon et de LFI, on a inscrit cette affaire dans le grand combat entre l'Occident et le Sud global. Il est très difficile, même si c'est absolument nécessaire, selon moi, d'avoir une position comme celle que j'essaie de défendre depuis le 7 octobre dernier, d'avoir une position très très fortement critique
à l'égard du gouvernement israélien, dont je trouve qu'il mène une politique tant en Cisjordanie qu'à Gaza et même au Liban, qui est une politique profondément irresponsable, qui n'est tournée vers aucun objectif politique clairement assimilable. Faire la différence entre ça et la solidarité absolument indispensable avec une communauté juive qui se sent, et à juste titre, une fois de plus, seule dans l'épreuve. Les Juifs de France en particulier, et c'est intéressant d'ailleurs de voir que les Juifs américains ne réagissent pas, semble-t-il, tout à fait de la même manière. Aux États-Unis, à New York, par exemple, j'ai des amis qui revenaient de faire un séjour dans les universités et ailleurs. Ce qui est évident, c'est que la communauté juive est assez critique sur Netanyahou, est assez partagée. En France, et je comprends pourquoi, la communauté juive est beaucoup plus soudée dans un rejet assez profond de tout ce qui la menace à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'entre 40 et 45, les Juifs ont été seuls. Ils n'ont été défendus ni par la gauche, ni par le centre, ni par la droite, et ils n'ont été défendus par les chrétiens que de façon assez marginale. On sait la déclaration de Monseigneur Saliège et d'autres, mais ça ne dissimule pas la solidarité profonde d'une grande partie de l'épiscopat à l'égard du régime de Vichy, même si les milieux catholiques laïcs, Georges Bidault en tête, ont effectivement pris une part active à la résistance. Donc, ce sentiment de solitude, ces enfants, quand on habite dans un département exposé comme la Seine-Saint-Denis, le sentiment qu'on envoie ces enfants on les met dans une situation de danger, d'exposition, c'est quelque chose de profondément intolérable. Alors le problème, c'est que on est pris dans cet étau géopolitique qui est absolument. Alors on fait la morale, on dit c'est pas bien. C'est évidemment pas bien. Il faut effectivement dire tout ça. Il faut défendre la laïcité à l'école. Mais on voit bien que ça ne pénètre pas suffisamment les milieux que l'on veut toucher. Mais il faut persévérer. Il faut protéger les profs. Il faut leur permettre de défendre les valeurs fondamentales de l'école républicaine, de la République, des droits humains, ne pas les laisser en situation de vulnérabilité, comme ça a été trop souvent le cas. On songe évidemment aux sinistres affaires criminelles des dernières années. Il faut faire tout ça. Mais au-delà, il faut, me semble-t-il, profondément modifier l'approche pédagogique alors je parle pas du maintien de l'ordre, tout ça, enfin les opérations de police, là c'est tout ça, il faut réprimer effectivement, mais il faut modifier en profondeur, à mon avis, l'approche de l'enseignement civique. L'enseignement civique, c'est comme dans Topaz actuellement, c'est un peu du blabla, et moi je pense qu'il faudrait mettre de la seconde au terminal, au moins à ce niveau-là, mais peut-être avant, un grand cours sur l'histoire des droits humains, la façon dont nous sommes identifiés à ça, en parlant des gens qui ont existé, des gens qui ont combattu pour l'abolition de l'esclavage, qui ont combattu pour les libertés, et faire pénétrer comme une discipline intellectuelle cette affaire-là. Alors maintenant, j'ai rien dit de l'autre sujet où il y a effectivement beaucoup plus à dire et beaucoup plus à faire, parce que là, on est dans une affaire opérationnelle, mais je pense que je serais peut-être amené à dire quelques mots de Monsieur Retailleau tout à l'heure. Lionel Zinsou. Alors, j'adhère absolument à tout ce que Jean-Louis vient de dire sur l'antisémitisme et le racisme. Peut-être je parlerai un tout petit peu plus de la posture sur l'immigration. Je pense que là aussi, c'est un peu complexe du point de vue idéologique, parce que vous vous rappelez peut-être que les sondages sur la loi sur l'immigration, qui était une loi dure, dont 35 articles ont quand même été déclarés non constitutionnelle, elle était quand même approuvée par 75% des Français et par la majorité des gens qui se considèrent comme de gauche et qui votent à gauche.
Donc les clivages sont pas du tout manichéens, avec la droite qui serait hostile à toute forme d'immigration et la gauche qui serait laxiste. C'est pas du tout ça la situation. C'est beaucoup plus complexe. On est obligé aussi de constater que c'est un sujet universel. Il n'y a pas un pays européen, même l'Allemagne qui avait accepté une immigration régulière massive de plus d'1 million de victimes des conflits du Proche-Orient, spécialement de la Syrie, aujourd'hui a une réaction violente qui se traduit par une montée de l'AfD, donc de l'extrême droite, très forte. Et une désagrégation, une désintégration de la coalition au pouvoir, qui est désormais réduite et minoritaire. Donc, et là on parle d'Europe. Si on ajoute dans le monde les sujets américains où manifestement l'immigration a été essentielle à la réélection du président, et où on observe quelque chose qui est troublant, c'est-à-dire que les minorités, notamment latino-américaines, ont voté beaucoup plus pour Trump, avec le rejet de l'immigration clandestine au sein même de la communauté immigrée de latino-américains, avec aucune solidarité non plus forte des communautés africaines-américaines, qui ne sont pas des immigrants, c'est encore un autre phénomène historique. Donc c'est universel. Et j'ajouterais qu'en Afrique, c'est très fort, où vous avez un rejet tunisien d'une violence incroyable des migrants africains subsahariens, en général en route vers l'Europe, mais vous avez en Afrique du Sud des pogroms, des émeutes contre les migrations clandestines de populations somalies ou kenyanes, ou parfois d'ailleurs des émeutes contre les Nigérians. Enfin, c'est quand même un phénomène universel de rejet. Et quelque chose qui est, me semble-t-il, un angle mort dans beaucoup de pays, c'est a-t-on fait tous les efforts nécessaires d'assimilation ou d'intégration ou d'accueil simplement. Et moi, ce qui me frappe dans les positions de notre ministre de l'Intérieur, c'est que ce sont des postures, à certains égards, violentes, compréhensibles compte tenu de l'émotion des populations, sur tout ce qui est clandestin. Bon. Mais c'est aussi un rejet de l'immigration en général, qui est pourtant décrite comme absolument nécessaire à la société française et à son économie. Donc, c'est donc une posture relativement violente. Est-ce qu'il y aurait un discours sur comment on accueille, comment on intègre, comment l'école républicaine a un récit positif ? Regardez tout ce qu'on est capable de faire dans la société française quand il s'agit, en tout cas dans les premiers mois, d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Là, l'école s'est ouverte, l'université s'est ouverte, les entreprises se sont ouvertes, les municipalités. En fait, on sait accueillir. Il y a des pays comme le Canada, par exemple, qui ont aussi une tradition très forte. Donc, il y a là un angle mort, c'est-à-dire, M. Retailleau incarne quelque chose qui est manifestement majoritaire en France et qui est une angoisse sérieuse créée en bonne partie par la crise sociale, mais sur l'immigration, notamment clandestine. Il faut admettre que ça travaille la majorité des gens de gauche et partie des forces morales. Donc ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très simple d'un point de vue idéologique. Mais il n'y a rien de positif pour essayer de faire que les communautés diverses, nos quartiers dans les cités soient au fond pacifiés. Rappelez-vous que le président de la République, ce qui est un peu surprenant, avait immédiatement
jeter, en fait, le travail fait par Monsieur Borloo sur les quartiers. Ça, c'était très étrange, parce qu'il y avait quand même un travail des élus de terrain de toute nature. Quand vous parlez avec des maires LR, aussi bien que socialistes, et en ne se focalisant pas sur le fait que les élus LFI ont besoin d'exacerber les conflits localement dans les banlieues, mais vous prenez des partis de gouvernement, de l'arc républicain, il y a des solutions, il y a des engagements, il y avait un grand plan, il a été écarté. Monsieur Retailleau n'est pas le seul dans ce cas-là, mais ce n'est pas du tout sur l'immigration la recherche de quelque chose de balancé et d'équilibré. Nicole Nisotto. Alors, d'abord sur l'antisémitisme, juste pour reprendre quelques chiffres et placer la France dans le contexte européen. Les chiffres que je prends, c'est ceux de la Commission nationale consultative sur les droits de l'homme qui fait la synthèse des sources, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Enseignement supérieur, renseignements généraux. Et donc, le chiffre du rapport qui vient de sortir pour l'année 2023, c'est 8500 crimes ou délits à caractère raciste, dont 1676 actes antisémites. Alors, tout augmente. Les 8500, c'est plus 30% par rapport à l'année 2022. Mais ce qui augmente particulièrement, c'est les actes antisémites. On en avait 436 en 22. On en a donc 1676 recensés aujourd'hui en synthèse. Donc, c'est vraiment un phénomène majeur. C'est une multiplication par 4. Les actes contre les autres religions augmentent aussi, mais beaucoup, beaucoup moins. Par exemple, contre les musulmans, j'ai pris le chiffre, c'est intéressant, on a plus 29% seulement par rapport à 2022, alors que pour l'antisémitisme, c'est multiplié, on a 400% d'augmentation. Donc ça, vraiment, c'est un phénomène qu'on ne peut pas nier. Est-ce que la France est spécifique en Europe? Non. Quand on regarde aussi les autres grands pays européens, l'antisémitisme augmente partout, mais de façon beaucoup moindre. Par exemple, en Allemagne, alors c'est pas les mêmes sources évidemment, mais en Allemagne, c'est une multiplication par 2 entre 2022 et 2023. Pareil pour la Belgique et pour l'Italie, une multiplication par 2. Donc on a l'impression qu'en France, bien qu'on n'ait pas des sources concordantes, il y a véritablement une recrudescence plus grande de l'antisémitisme en France que dans les autres pays européens. Mais la deuxième caractéristique, je crois, c'est qu'en France, on a une évolution d'un antisémitisme traditionnel qui attaque les personnes de religion juive, avec la détérioration des relations diplomatiques entre la France et Israël. On a cette conjonction des deux événements, l'antisémitisme intérieur, si je puis dire, et l'attaque contre l'existence même de l'État d'Israël, c'est-à-dire l'antisionisme. Et ça, on ne le retrouve pas dans les autres pays. C'est vraiment une spécificité française et la dégradation de notre relation avec Israël. Moi, une chose qui m'étonne profondément quand on sait à quel point le président de la République est pour la défense d'Israël, pour aider Israël dans son droit à l'existence. Et il en est lui-même victime de cette ambiguïté, c'est-à-dire aujourd'hui en France, le débat est tellement émotionnel, tellement idéologique qu'on ne peut plus critiquer Netanyahou sans être accusé d'antisémitisme, ou on ne peut plus défendre le droit de la guerre, le droit humanitaire et le droit des Palestiniens à un État sans être accusé d'antisionisme. Et le pauvre président de la République, j'allais dire, quand il rappelle un fait historique absolument irréfutable, que l'État d'Israël a été créé par une résolution des Nations Unies, et Jean-Louis avait fait d'ailleurs un tweet ou un excellent à cet égard. Quand le président dit cela, qui est un fait historique irréfutable, il a contre lui pratiquement une bonne partie de la communauté juive française qui trouve qu'il y a des relents d'antisémitisme. Donc on marche sur la tête dans ce pays. Et pour terminer sur Retailleau, dans la mesure où l'antisémitisme est couplé avec une dégradation diplomatique de notre relation avec Israël, il est pratiquement plus en charge du dossier. C'est au président de la République de reprendre complètement la chose. Sur
Bon, non, j'ai pas le temps sur l'immigration. On y reviendra. François Bujon de l'Étang. N'oubliez pas que nous avons 2 émissions dans l'émission, celle de maintenant et celle en réponse aux interventions de notre public. François Bujon de l'Étang. Donc, vous avez tous beaucoup parlé de l'antisémitisme et je n'ajouterai pas grand-chose sur ce sujet. Je confesse un certain malaise devant la formulation du sujet tel qu'il nous a été proposé, puisque au fond on dit antisémitisme, drogue, sécurité, immigration. Ce sont 4 défis auxquels a à faire face le nouveau ministre de l'Intérieur, effectivement, mais c'est un amalgame parce qu'ils sont en réalité de nature complètement différente. Et je ne vois pas en quoi la lutte contre la drogue ou la lutte contre pour la sécurité ou le problème de l'immigration sont directement en rapport avec l'antisémitisme. Ils ne le sont pas. L'antisémitisme est un sujet historique en France. On l'a connu au XIXe siècle, on l'a vu se développer au XXe et maintenant au XXIe sous une forme différente. Il a transité d'ailleurs dans ses excès, dans son odieux, il a transité de la droite et de l'extrême droite vers la gauche et l'extrême gauche d'une façon qui mériterait d'être débattue en soi. Mais je le laisse à part, parce que ce n'est pas un thème pour légiférer. C'est difficilement un thème. C'est un thème moral, politique, historique, très important. Et c'est évidemment dans le domaine de compétences du ministre de l'Intérieur, mais ce n'est pas un thème sur lequel on peut légiférer ou réglementer. Il suffit d'appliquer avec fermeté les lois existantes et les réglementations existantes. Et c'est un problème beaucoup plus pédagogique, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure. Par contre, les autres sujets, la drogue, la sécurité, l'immigration, sont tous des sujets sur lesquels le gouvernement est défié et doit avoir à légiférer ou à réglementer. Ce sont des sujets qui appellent une action normative. Alors, ils sont tous en rapport les uns avec les autres. C'est ça qui est intéressant, à tort ou à raison d'ailleurs, mais c'est un fait. Tout le monde assimile, bien entendu, le développement de la drogue et des trafics de drogue, les réseaux, la mexicanisation, comme on le dit, de la société française, largement à l'immigration, entre autres d'ailleurs. Le problème de sécurité aussi. Et au fond, le gouvernement est au défi de faire quelque chose. Alors, il se met au travail et il va proposer, je pense, dès le début de l'année 2025, un certain nombre de mesures importantes qui vont être débattues au Parlement. Il y a la loi sur l'immigration qui a été en effet censurée en grande partie par le Conseil d'État, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas celles qu'on pense. C'est pas parce que ça violait les lois de la République, mais c'est en réalité largement pour des raisons de forme que le Conseil constitutionnel a censuré beaucoup d'articles de la loi sur l'immigration, parce que beaucoup de ces dispositions avaient été en fait proposées comme des cavaliers législatifs, et c'est ça qui a été censuré par le Conseil d'État. Il va donc falloir, elle a été réécrite. Le Sénat y travaille depuis déjà quelque temps, au même titre que le Sénat travaille également sur une législation contre la criminalité organisée, qui est évidemment destinée à lutter contre la drogue, mais qui amène à généraliser le problème en un problème de lutte contre la criminalité organisée. Et j'en profite au passage pour tirer d'ailleurs un coup de chapeau au Sénat, qui, alors que la Chambre des députés, très souvent, l'Assemblée nationale, pardon, je date de la 4e République, l'Assemblée nationale débat d'une façon légèrement chaotique, pour ne pas dire plus. Le Sénat débat d'une toute autre façon et travaille d'une façon beaucoup mieux organisée, car il a en effet déjà préparé des textes qui vont être finalisés, comme on dit dans le jargon, et qui vont être présentés au débat à l'Assemblée nationale au début de l'année 2025. Alors, l'immigration est largement au centre de tout, et elle va concentrer, le débat sur l'immigration va concentrer beaucoup de choses, beaucoup d'éléments divers et variés. On voit bien, en regardant autour de nous, et sans aller aussi loin, Lionel, que les États-Unis, parce que le problème américain, qui est un pays d'immigration, le problème des États-Unis, qui sont un pays d'immigration, est entièrement différent du problème d'immigration en Europe, je crois. Mais il faut regarder ce qui se passe chez nos voisins européens, et on voit très bien, à la façon dont l'Italie de Madame Meloni, par exemple, ou même d'ailleurs le Royaume-Uni, encore conservateur, a traité ces sujets, qu'il y a une espèce d'uniformisation ou de tentative d'uniformisation des réponses
que les États européens veulent apporter au problème de l'immigration. Et contre la lutte contre la criminalité organisée, elle est largement calquée sur ce que l'on a fait pour la lutte contre le terrorisme, et elle va se traduire vraisemblablement par tout ce qui peut aider à centraliser la lutte contre la drogue, c'est-à-dire la création d'un parquet spécialisé, comme on l'a fait exactement pour le terrorisme, et la nomination, bien entendu, la nomination d'un responsable gouvernemental qui coordonnera la lutte contre la drogue. Donc ce sont des sujets sur lesquels Monsieur Retailleau n'est pas condamné aux imprécations, comme on le disait tout à l'heure, mais il est condamné au travail et il a une obligation de résultat. Et comme il a tenu des propos dans l'ensemble extrêmement fermes sur ces sujets, il est très attendu. Et c'est là qu'on va voir dans quelle mesure il a une liberté de manœuvre compte tenu de la fragilité du socle commun, entre guillemets, sur lequel il s'appuie, car beaucoup de ces sujets divisent LR des macroniens. J'admire la foi de François dans les institutions et les lois, et la foi de Jean-Louis dans l'enseignement civique, mais je vois pas très bien, dans les exemples récents, le nombre de textes qui sont des textes qui servent essentiellement à permettre à ceux qui les ont écrits et votés de se donner une bonne conscience. Et pour ce qui est de l'enseignement, il est clair que la grande difficulté pour les enseignants à aborder des sujets comme ceux dont on vient de parler demande autre chose qu'un programme d'enseignement civique et social. J'ai été avec Frédéric Rossif, le co-auteur d'un film sur l'histoire du nazisme, de Nuremberg à Nuremberg, qui a été utilisé pendant des années après 1980, dans les années 90, par les professeurs pour enseigner l'histoire du nazisme et donc de l'antisémitisme. Et quel antisémitisme! Il ne serait plus utilisable aujourd'hui, d'après ce que me disent tous les enseignants que je connais. Et je vois bien que c'est peut-être depuis, puisque c'est une stratégie qui est chère à un certain nombre de nos dirigeants qui l'ont baptisée bottom-up, que c'est depuis la base des enseignants, dans le primaire et dans le secondaire, qu'on pourrait peut-être dégager les pistes qui permettraient de rendre audible l'histoire et les analyses de ce que sont aujourd'hui, de ce qu'est aujourd'hui l'antisémitisme, qui, là encore, les chiffres de Nicole sont avérés. Cependant, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec l'ambassadeur de France en Allemagne, qui était absolument, dans la première préoccupation, m'a-t-il dit, était de constater à quel point l'antisémitisme augmentait en Allemagne, et pas seulement en Allemagne de l'Est. Mais je crois que, je ne sais pas si nous aurons assez de temps pour aller au bout de nos deux sujets, le deuxième sujet étant ce qui se passe à Bakou, encore que ce sera encore un sujet qui sera alimenté pour notre rencontre de la semaine prochaine. Mais sur l'immigration, Jean-Louis Bourlanges voulait intervenir. Oui, d'abord, je voudrais plaider coupable, parce que je suis entièrement d'accord avec l'analyse qui a été faite par François Bujon de l'Étang sur le caractère un peu disparate des sujets. Mais je suis d'autant plus prêt à le reconnaître que c'est moi qui avais suggéré à Philippe de prendre et vous avez vu que dans la façon dont je l'ai abordé, j'ai moi-même été dans le même sens en disant ce sont des sujets distincts. Alors je crois que j'ai fait une erreur en proposant ça à Philippe, et que Philippe a fait une erreur en cautionnant le choix que je lui proposais. J'ai fait deux erreurs. J'ai cautionné le choix que tu as proposé et j'ai ajouté l'antisémitisme. Oui. Ah, c'est toi qui as ajouté l'antisémitisme. C'est moi qui ai ajouté l'antisémitisme. Alors, je suis innocent. Oui, alors, effectivement. Mais le point commun, si on voulait avoir un point commun, c'était Retailleau. C'est-à-dire que ce qui me paraît Retailleau me paraît intéressant, c'est l'histoire d'un Vendéen qui découvre pas l'esprit de la République.
ce qui est jamais évident pour un Vendéen, comme vous imaginez. Mais je crois que c'est un phénomène très intéressant et je pense que la façon dont il a abordé, alors je pense bien davantage effectivement aux problèmes d'immigration, de sécurité, de lutte contre le crime organisé, notamment le narcotrafic, je crois qu'il est parti de quelque chose qui m'a fait profondément choqué, c'est-à-dire la démarche imprécatoire. On parle de plus en plus fort contre, comme dirait Flaubert, terroriste tenez contre, etc. On parle de plus en plus fort contre parce qu'on est totalement démunis. On a eu quand même Pasqua qui a voulu terroriser le terrorisme, Sarkozy qui a dénoncé la racaille et a voulu nettoyer les banlieues au Karcher. On a eu Darmanin qui lui aussi a roulé des mécaniques. Or, j'ai le sentiment que tous ces gens qui sont en général désireux de bien faire et sans doute conscients de la difficulté qu'ils ont à bien faire, que la caractéristique de tous ces gens, c'est qu'ils crient fort parce qu'ils ne sont pas en mesure de régler le problème fondamental. Et je crois que sur ces deux questions, l'immigration et la sécurité policière, on est confronté à des défis très très importants, très différents, hein. Je ne fais pas l'amalgame, très différents, mais qui ne relèvent pas d'abord prioritairement du ministère de l'Intérieur, qui sont beaucoup plus profonds et qui nous renvoient à des questions sur nous-mêmes, sur notre propre organisation, qu'il faut se poser. Sur l'immigration, c'est clair, on a focalisé. On a pris en otage, si je puis dire, cette procédure d'élimination des OQTF, c'est-à-dire effectivement un scandale. C'est un scandale pour un républicain de voir que la loi est bafouée, puisque des gens qui ne devraient pas être sur le territoire national y sont, et sans qu'on puisse faire grand-chose. Mais reconnaissons aussi que par rapport à l'ensemble des problèmes posés par l'immigration, c'est une tête d'épingle. Les problèmes posés par l'immigration, c'est plusieurs millions de personnes qui sont mal installées dans la République, mal installées dans l'école, mal installées dans leur quartier, mal installées dans la légalité républicaine. Ce sont donc des problèmes énormes en termes de sécurité et en termes d'immigration. Nous ne pouvons pas, me semble-t-il, au point où nous en sommes, faire l'impasse sur ce que nous voulons en matière d'immigration. Les exemples donnés par Madame Meloni et par les Britanniques après le Brexit sont très éclairants, et même par les Suédois. Ce sont des gens qui ont commencé par avoir une vision manichéenne, extrêmement simpliste, etc., et qui se sont aperçus que les choses étaient beaucoup plus compliquées. Que voulons-nous comme immigrés chez nous? Tous les économistes, tous les chefs d'entreprise, les petits, les grands, les moyens, savent qu'on a besoin de travailleurs immigrés. Bon, les gens réagissent à cela. Où est le point d'équilibre? Peut-on l'envisager clairement? Est-ce que nous devons... Comment devons-nous envisager le droit d'asile? Ça, c'est un problème très important. Le droit d'asile, c'est quelque chose de fondamental dans la Constitution, mais remarquez que la jurisprudence du Conseil d'État aboutit à quelque chose d'aberrant. On dit que les femmes afghanes, parce qu'elles sont femmes et afghanes, ont vocation à bénéficier du droit d'asile. Alors, statistiquement, ça ne compte pas, parce que les talibans sont suffisamment coercitifs pour empêcher les femmes de partir. Mais regardez ce que ça signifie intellectuellement. Ça signifie qu'après avoir échoué militairement, nous autres occidentaux, à rétablir un ordre juridique satisfaisant en Afghanistan, on considérait que la moitié d'un pays, sa moitié féminine, a vocation à venir chez nous, puis comme si la moitié féminine manque, la moitié masculine disparaît. Donc c'est une vision totalement déformée de ce qu'est le droit d'asile. On doit réfléchir à ça. Et également sur le plan on voit que par exemple les Suédois ont
ont été pendant certains temps les forcenés en matière de droit d'asile. Ils faisaient à eux seuls, je crois, ils accueillaient 1/10 des demandeurs d'asile européens, alors qu'ils représentent un peu plus d'1/100 ou 1/50 de la population européenne. Ça a été un désastre. Ils ont arrêté, mais en même temps, ils ont maintenu de l'asile économique dans des conditions satisfaisantes. Donc il faut qu'on regarde tout ça. Et il faut qu'au-delà de ça, on se dise que c'est pas le problème du ministre de l'Intérieur, c'est le problème de l'aménagement du territoire, c'est le problème de l'éducation nationale, c'est le problème alors de la sécurité au sens strict du terme. Et donc il faut regarder ce problème en face. Et je pense que de ce point de vue-là, et je termine par là, Monsieur Retailleau, qui a commencé assez mal avec la mise en cause de l'état de droit, il a été d'ailleurs très bien recadré par le Premier ministre, fait beaucoup mieux par la suite. Il aborde c'est pas encore parfait, hein. Quand il dit que l'immigration c'est négatif, etc., il faudrait avoir une position plus nuancée. Mais il rentre enfin dans la réalité du problème. Et sur la lutte contre le crime organisé, sa volonté de travailler en commun avec le garde des Sceaux est quelque chose de positif. Donc ce que je voulais signaler, c'est qu'il y avait un effort encore timide, mais faisons un effort pour être républicain, il y avait un effort encore timide mais réel pour arriver à une approche réelle du problème de l'immigration, et espérons que ça ne sera pas une approche excessive. Rappelons pour ceux de nos auditeurs vendéens qui auraient été blessés que Clémenceau était vendéen, et passons la parole à l'école des autos. Oui, Jean-Louis, moi je pourrais être d'accord avec vous. Le problème, c'est que y a deux immigrations. Il y a une immigration économique qui pourrait effectivement faire l'objet d'une réflexion nationale, d'un choix, de quotas, de tout ce qu'on veut, et une immigration clandestine qui, elle, est à la source à la fois d'un problème de perception de l'opinion française qu'on est envahi par des immigrés que personne ne contrôle, et qui est également à la source de vrais problèmes d'insécurité. Et tant qu'on n'arrive pas à régler la question des clandestins, qui, dans l'opinion publique d'ailleurs, s'amalgame avec les vrais réfugiés politiques. Tout ça est un même amalgame de gens qui ne devraient pas être chez nous. Tant qu'on n'arrive pas à régler la question de cette immigration clandestine, on n'arrive pas à définir une politique nationale de choix de quelle immigration choisir. On a besoin. Uniquement des OQTF. Mais c'est tout, Philippe? Ah non, moi je veux continuer si je peux. Voilà. Donc je reviens à Monsieur Retailleau, qui n'est pas le Vendéen que je préfère, mais mais je reviens à Monsieur Retailleau. Il se trouve sur la question de l'immigration, paradoxalement, j'irai même plus loin que Jean-Louis, il devient européen. Pourquoi? Parce qu'il ne peut rien faire au niveau national, absolument rien. D'abord, il est coincé, à part le président de la République qui trouve que l'immigration est une chance pour la France, alors que lui trouve que c'est un problème. Il est coincé sur sa droite par l'extrême droite de Marine Le Pen, qui en ferait plus de toute façon que lui contre l'immigration clandestine. Et donc, la seule chose qu'il peut faire, c'est s'en remettre aux mesures européennes. Donc, il est ardemment défenseur de la transcription dans le droit national du pacte asile et migration, ce qui est une bonne chose. Et surtout, il va essayer les recettes européennes que moi je trouve très mauvaises, mais qui sont les seules qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire la recette de Madame Merkel, qui en 2017 a décidé d'exterritorialiser la question du droit d'asile en Turquie, avec 4 millions aujourd'hui de réfugiés que les Turcs retiennent pour qu'ils ne viennent pas chez nous. Madame Meloni qui a essayé de le faire de la même façon avec l'Albanie, mais là, la justice est en train de lui créer quelques problèmes. Et Monsieur Retailleau qui parle, ou en tout cas ses adjoints, parlent de possibilité d'avoir des accords de renvoi bon bref, vous avez compris, en Irak, en Égypte, ou je ne sais où encore. Autrement dit, au Kazakhstan. Autrement dit, j'allais dire, tout à l'heure j'ai dit le pauvre président de la République, je plains beaucoup de monde en ce moment, mais le pauvre Monsieur Retailleau se retrouve plus européen que les Européens en essayant de calquer des recettes qui ont échoué, en tout cas, et qui échoueront en France pour des raisons de constitutionnalité. Lionel Zinsou. Oui, alors, quand même sur l'état de droit, ce qui a été dit par le ministre de l'Intérieur est un petit peu préoccupant,
Parce que, manifestement, ça va devenir de plus en plus important dans le débat, notamment du fait du Rassemblement national. Le ministre de l'Intérieur, en voulant rétablir dans une nouvelle loi sur l'immigration des mécanismes de préférence nationale et d'inégalité sur l'accès aux prestations sociales avec 3 ans ou 5 ans pour des gens qui cotisent, qui sont tout à fait réguliers, qui sont tout à fait des migrants qui n'enfreignent aucune loi, mais qui auraient 3 ans ou 5 ans avant d'accéder aux prestations pour lesquelles ils cotisent, ça active un principe juridique qui est grave, c'est que le Conseil constitutionnel va naturellement, à nouveau, empêcher cette rupture de l'égalité. Et l'idée du Rassemblement national, connue de tous, c'est qu'on peut le faire, par contre, l'obtenir par un référendum sur l'immigration. Et là, il va y avoir un problème majeur, me semble-t-il, d'un point de vue constitutionnel, d'un point de vue éthique, entre est-ce que le peuple souverain, à travers le référendum, peut prendre des dispositions qui sont contraires à l'esprit des lois, à la Constitution, en rupture avec la Constitution. Un mot, le Conseil constitutionnel peut invalider le décret de convocation du référendum s'il est contraire, selon lui, à la Constitution. Oui. C'est nouveau par rapport à 62. C'est vrai, mais regardez ce qui se joue en ce moment politiquement, notamment dans le procès contre les responsables du Rassemblement national et de Marine Le Pen, où on en appelle au peuple. Mais ce thème de la souveraineté du peuple qui pourrait prendre des dispositions annulables par le Conseil, qui seraient contre tous les principes fondamentaux de la République, ce n'est pas qu'un sujet français. Regardez que toutes les procédures contre le président Trump ont été arrêtées par le département de la justice. Et donc, ça existe qu'on dise, au nom du peuple américain, on ne va pas juger pour toute une série de procédures pénales quelqu'un qui a obtenu 78 millions de votes et qui incarne le peuple américain. Mais on va avoir immédiatement le même sujet avec le Rassemblement national qui est exactement sur la même ligne. Et ça, si vous voulez, c'est M. Retailleau en précurseur des idées vraiment en rupture complète avec l'esprit des lois et les principes généraux du droit. Et ça, c'est un problème peut-être plus sérieux que de savoir si on va réussir en 2026 de mettre en œuvre le pacte asile et immigration de l'Union européenne. François Bujon de l'Étang. La difficulté du sujet est très très grande, ça nous en sommes tous bien conscients. Et d'ailleurs, tous les Européens qui se sont efforcés de faire quelque chose, je pense, et même en lui donnant le qualificatif d'Européen au Premier ministre britannique, qui a voulu essayer au Rwanda et au Burundi un système de filtrage, exactement comme Madame Meloni le fait en Albanie, par exemple, et comme nous envisageons de le faire dans certains pays de transit. Tous ont découvert la difficulté du sujet. Mais en plus, le sujet immigration, en réalité, dont nous parlons, c'est la lutte contre l'immigration clandestine, parce que c'est vraiment ça le sujet. Le problème général, effectivement, de l'immigration, les bienfaits de l'immigration dans un grand nombre de domaines de la République, peu de gens les contestent, mais on ne traite pas ce sujet en soi. On mélange toujours le problème de l'immigration clandestine, du droit d'asile, etc., avec le problème économique qui, lui, est traité par prétérition, parce qu'on ne le traite pas vraiment. Ça fait des années qu'il y a des idées qui circulent sur le thème de quotas socio-professionnels, sur le modèle de ce que font les Canadiens, par exemple, avec beaucoup de succès, puisque la législation canadienne sur l'immigration est très bien régie dans ce domaine-là. Mais en France, on n'a pas véritablement avancé là-dessus, parce que le sujet est mélangé avec le sujet de l'immigration clandestine. Et le sujet de l'immigration clandestine est d'autant plus difficile que la sanction en cas de refus d'immigration de tel ou tel n'est pas applicable, puisque les OQTF ne fonctionnent pas. Nous avons, par exemple, pour la seule année 2003, je crois, 140 000 décisions de retour et de renvoi de personnes dans leur point de départ, c'est José. Et comment va-t-on faire? Et avec les femmes afghanes dont vous parlez, comment va-t-on faire si on veut effectivement expulser une femme afghane qui demande l'asile en
France et que l'on déboute de sa demande de droit d'asile, il faut négocier avec le pays de départ. Or, nous n'avons pas de relation diplomatique avec l'Afghanistan. Vous ne pouvez pas parler du retour au point de départ d'un réfugié afghan si vous voulez. Et avec tous les autres, il y a des problèmes diplomatiques immenses. Avec l'Algérie, avec la Libye et même avec la Tunisie, il est extrêmement difficile de négocier des accords bilatéraux sur le retour des réfugiés. Et quant à avoir des centres de rétention qui sont des centres de transit, je crois que c'est Nicole qui a parlé du précédent turc, il est très intéressant parce que c'est très exactement ce qu'on a fait. On a négocié avec le gouvernement de la République turque et on a accepté de le payer d'ailleurs assez grassement en millions d'euros pour qu'il garde, milliards, oui bien sûr, pour qu'il garde sur son territoire les réfugiés syriens, au lieu de les renvoyer en Syrie ou de les laisser aller jusqu'en Europe. Donc le sujet est très grand et à mon avis, il y a un travail de clarification à faire pour ne pas tout mélanger et pour dissocier le problème de la lutte contre l'immigration clandestine du problème économique, sans même parler des problèmes d'intégration qui sont des problèmes en soi distincts du problème de l'immigration. L'exemple du Canada qui est souvent cité est un exemple qui est, semble-t-il, assez sujet à caution, et François le connaît bien puisqu'il y a été ambassadeur. L'immigration clandestine par le Sud au Canada ne risque pas grand-chose. On n'a jamais entendu parler de flots de citoyens des États-Unis qui venaient chercher refuge, à part au moment de la guerre du Vietnam, et encore à l'époque n'étaient-ils pas des flots. L'immigration par le Nord, grosso modo, étant donné les populations qui sont au nord de la frontière nord du Canada, il y a grosso modo peu de monde. Quant à la traversée de l'Atlantique ou du Pacifique à la nage, peu de gens s'y sont risqués, ou même en dinghy. Donc, effectivement, à partir de ce moment-là, le Canada peut facilement, parce qu'il en a les moyens. Il y a des quantités d'immigrants clandestins, le Canada, parce que ce ne sont pas les Américains qui passent la frontière américaine, ce sont les Guatémaltèques qui ont commencé par venir aux États-Unis. Oui, il y a quand même des filtres. C'est le moins qu'on puisse dire. Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés à notre dernière séquence, qui est la séquence des brèves, que je voudrais ouvrir en signalant 2 livres sur les États-Unis. Le premier, de Laurence Nardon, c'est d'ailleurs curieux, ces 2 livres ont un double titre. Géopolitique de la puissance américaine, quel rôle pour les États-Unis dans le monde? Ce sont les 2 titres du livre de Laurence Nardon. Et le second, celui de Mathieu Gallard, a aussi 2 titres. Les États-Unis au bord de la guerre civile, point d'interrogation, pourquoi les Américains se détestent? L'un des intérêts du livre de Laurence Nardon, et Dieu sait s'il n'en manque pas, c'est de replacer la situation actuelle dans l'évolution de la géopolitique américaine depuis la fin du XIXe siècle avec ses variations souvent très importantes. Sur cette base, Laurence Nardon examine les différentes mutations de la puissance économique, de la puissance militaire, de la puissance technologique et du soft power, de l'influence des États-Unis, avant d'examiner la marge de manœuvre que cette évolution et ces mutations laissent à l'Europe. Mathieu Gallard, lui, a écrit son livre plusieurs mois avant l'élection, mais il prenait la candidature de Trump très au sérieux et il y voyait un moment décisif d'une évolution vers la polarisation d'un pays dont il pense qu'elle le conduit au bord de la guerre civile. Et c'est dans cette situation que Mathieu Gallard cherche, ou de cette situation, que Mathieu Gallard cherche à déceler les conséquences. Lui aussi replace les tensions politiques et sociales dans leur contexte historique. Il analyse le processus de polarisation à partir de l'apolitisme des années 50, avant d'imaginer et d'examiner les différents scénarios possibles pour les États-Unis et leurs conséquences pour l'Europe. Il rappelle utilement que les lois clivantes sur les droits civiques et la protection sociale ont été adoptées naguère par des majorités bipartisanes, aujourd'hui impossibles à réunir. Et il souligne un point que j'ai peu vu développer, celui d'un découpage électoral ultra-partisan qui incite davantage les élus à conquérir un électorat radical qu'un électorat modéré. Et ce découpage est couplé à un système de primaires qui conduit à sélectionner les candidats radicaux. Bref, si on observe que de Reagan à Trump, les républicains se sont considérablement radicalisés, on a moins conscience que ce mouvement existe également chez les démocrates, et Gallard définit une polarisation affective qui a contribué à l'élection de Trump et souligne la polarisation aux États-Unis, souligne que la polarisation aux États-Unis, si elle n'est pas totale, pourrait encore s'aggraver. Lionel Zinsou.
Oui, alors un peu dans le même esprit de vigilance sur le droit qu'on a évoqué avec notre ministre de l'Intérieur, je voudrais recommander une lecture pas extrêmement facile, parce qu'elle est publiée par Dalloz, donc c'est vraiment pour juristes, et ça s'appelle « Le droit et les nombres ». Et en fait, c'est un gros livre de droit et de philosophie du droit, publié par l'Association des philosophes du droit, très puissante en France, et qui traite du gouvernement par les chiffres, comment on établit tous les chiffres, comment on définit les normes de l'action publique, comment on légifère dans un monde du numérique. Regardez combien le numérique a pris une importance considérable dans le processus électoral américain. Enfin, toute une série de nouvelles problématiques. Et heureusement, c'est fait de 45 petits articles de très grands juristes. Il y a par exemple tous les chefs de grandes juridictions, du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, du Conseil d'État, etc. Et beaucoup de témoignages de magistrats. Et donc, c'est ce nouvel environnement peu régulé du numérique, le droit et les nombres. Alors moi, j'étais sur un lit de convalescence. Peut-être qu'il vous faut un peu de temps libre pour pouvoir lire ce vous allez bien à 100% maintenant. Voilà, absolument. Et j'ai donc été ravi de ces 45 notices à l'intérieur du droit et des nombres chez Dalloz. Pour vos convalescences, une seule adresse, Dalloz. François Bujon de l'Étang. Oui, moi je vous emmène très très loin de tout ça et de toutes les passions tristes dont nous avons parlé dans la première partie de l'émission, pour vous emmener plutôt dans le domaine musical. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de jazz, et je trouve que le jazz a bien des vertus dans ces périodes difficiles. La barque allemande ECM que dirige le célèbre Manfred Eicher vient de produire et de sortir ce mois-ci un disque de Keith Jarrett, le pianiste qui est très connu de tout le monde, qui a beaucoup joué en solo et qui a joué avec son trio des standards pendant des années. Il a aujourd'hui 79 ans, il ne peut plus jouer de piano ni paraître en public à la suite d'une attaque cérébrale qui l'a quasiment paralysé. Le ECM ressort un disque magnifique qui s'appelle The Old Country, et qui est en fait une série d'enregistrements qui ont été faits en 1994 avec un autre trio que son trio régulier, avec son batteur Paul Motion notamment, et toujours avec le bassiste Gary Peacock, enregistrés dans un club que Keith Jarrett est presque le seul à connaître, qui s'appelle le Deer Head Inn à Allentown, Pennsylvanie, qui est sa ville natale. Et en 1994 était sorti un enregistrement d'une soirée qu'il avait donnée là. C'est un disque de complément qui sort avec 8 morceaux qu'on n'a jamais entendus, mais je dois dire que pour ceux qui aiment Keith Jarrett et qui connaissent surtout le Keith Jarrett récent, c'est ce flashback sur le début des années 90 et sur une prestation d'un soir avec un trio inhabituel est extraordinairement intéressant dans la mesure où cette musique est d'une fraîcheur absolument exceptionnelle. Et venu d'un musicien dont on craint de n'avoir plus rien à attendre, ce disque a quelque chose d'émouvant. Et à titre personnel, il n'y a aucune recommandation musicale de François ne m'a déçu. Nicole Nesotto. Alors, moi, avant que peut-être les agriculteurs ne nous empêchent de sortir de cet amphithéâtre, je voulais vous recommander le dernier numéro de la revue Esprit, le malentendu agricole, numéro de novembre. D'abord parce que le sérieux des analyses et l'intérêt des analyses de la revue n'est plus à démontrer, mais surtout parce qu'il y a une très grande pertinence de sortir ce numéro au moment où les agriculteurs, effectivement, vont de nouveau faire parler d'eux. Et je trouve que d'ailleurs, ça a été le cas aussi, très grande pertinence du numéro de cet été de la revue Esprit, qui s'appelle « L'Amérique contre elle-même » et qui est tout à fait remarquable. Mais dans ce numéro, on apprend beaucoup de choses sur le malaise agricole. On avait fait, je me souviens, il y a quelques années, une émission
discussions importantes sur cette affaire. Et on apprend, moi j'ai retrouvé tous les paradoxes de ce malaise agricole. D'abord, c'est un malaise non seulement du modèle productiviste, mais aussi des années 90, mais aussi du modèle bio qui n'arrive pas non plus à faire vivre les agriculteurs. Premier paradoxe, la crise est générale. Deuxième paradoxe, c'est que les agriculteurs, on le sait, sont de moins en moins nombreux. C'est 6% de la population active, mais ils sont aimés par la population. Ils représentent une espèce d'image bucolique nationale qui fait que finalement les protestations des agriculteurs se passent assez bien. Et troisième paradoxe, c'est la PAC, la politique agricole commune, qui fait vivre d'une certaine façon l'agriculture française. Nous sommes toujours les premiers bénéficiaires avec 9 milliards d'euros par an, ce qui n'est pas rien, et qui en même temps écrase les agriculteurs par les normes, les injonctions contradictoires dont ils se plaignent, et peut-être l'accord du Mercosur, dont ils se plaignent également, avec raison, me semble-t-il. Merci beaucoup. Merci à Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré, qui va en assurer le compte-rendu analytique. S'est passé quelque chose? J'ai oublié quelqu'un? Non. Pardon. Tu n'as pas fait de bref? Moi, je parle quand on me le demande. Je sais. C'est une idée très extraordinaire. Je ne sais, peut-être qu'il y a quelque chose entre Brève et Jean-Louis Bourlange qui n'a pas fonctionné et qui m'a empêché. Le micro est à toi. Oh, je vais l'emprunter uniquement. Oui, je voulais... Michel Cotta, qui est une très très grande journaliste, vient de publier les derniers grands. C'est la suite de son livre sur la Cinquième République. Et les derniers grands, c'est la période, ça va de l'élection de François Mitterrand à la défaite de Jospin, et donc à la réélection de Chirac. Alors le titre est un peu particulier parce que les derniers grands, si on parle physiquement, il y en a un qui est très grand, c'est Chirac, et un qui est pas très grand, c'est Mitterrand. Si on parle politiquement, c'est plutôt l'inverse quand même. C'est plutôt Mitterrand qui est une figure dominante parce qu'il assume la transition de la Cinquième République, et Chirac qui est plus classique comme homme politique. Mais enfin, à part le titre, je pense que ce livre et moi je l'ai lu avec délice, sans doute pour des raisons personnelles, parce que ça retrace toute l'existence politique des gens de ma génération, mais c'est un coup d'œil extrêmement précis. Ce qui caractérise Michel Cotta, c'est qu'elle a manifestement des sympathies à gauche. Elle est d'ailleurs très liée, elle est toujours là sur l'événement, elle est partout, autour de Mauroy, autour de Mitterrand, autour des gens de gauche, pas seulement, mais elle est vraiment très très active, très présente, et qu'à travers ça, elle est en même temps d'une rigueur, d'une impartialité, d'une sympathie à l'égard des gens qu'elle voit, même s'ils pensent autrement que les gens de gauche. Elle est pas du tout militante, loin de là. Et donc c'est un regard extraordinairement équilibré qu'elle donne sur cette période. J'insiste sur deux choses. D'une part, le tandem Mitterrand-Rocard, elle qui avait été assez indulgente avec Mitterrand dans la phase initiale, elle est quand même assez sévère sur la mesquinerie de Mitterrand vis-à-vis de Rocard pendant la période de la reconfrontation. Et surtout, ce qui reste quand même fascinant, c'est le passage de Balladur à Chirac, l'extraordinaire succès de Balladur, la façon dont il avait vraiment construit quelque chose de tout à fait différent, et cet effondrement politique qui s'est produit en quelques semaines, et ça reste saisissant. Moi, je suis de ceux qui pensent que la grande rupture de l'histoire de la Cinquième République, c'est 95, c'est l'élection de Chirac. C'est à ce moment-là qu'on a basculé dans l'irréalité du débat politique. Et là, c'est saisissant de vérité quand on lit ces pages. Je vous recommande vraiment le Michel Cotta, Les Derniers Grands, paru chez Plomb. Et cette fois-ci, je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compte-rendu analytique, Nicolas Tourneau, qui veille au site, et Olivier Magloire aux plateformes. Je remercie Arnaud Galabé et Fabrice Gros, qui ont assuré l'enregistrement et qui vont maintenant assurer l'enregistrement des conversations avec notre public. Je remercie l'École alsacienne, qui, avec une grande fidélité, nous accueille depuis l'origine, et Nouvelles Écoutes qui nous produit. Je vous donne donc rendez-vous mercredi pour la suite de cette conversation, mais où cette fois,
interviendra le public de l'école alsacienne, et puis, bien sûr, dimanche prochain, pour un nouvel esprit public.